Bonsoir, on est très heureux de vous accueillir ici sur le plateau à l'école de l'Anthropocène, donc troisième édition, janvier 1900, peut-être j'aurais aimé, en tout cas 2021, pour cette première soirée donc dédiée à l'Anthropocène du Nord au Sud. Donc, que signifient les enjeux mondialisés à partir de l'Anthropocène, depuis les Nords et depuis les Suds? Que signifie l'objectif de moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel fixé par l'accord de Paris? En Islande, la fonte des glaces. En Afrique, l'incinéré peut-être. Quels sont les mots, les communs, sur lesquels nous pourrions nous entendre? Est-ce possible tant les déséquilibres entre Nord et Sud sont grands? Pour en parler, 2 écrivains islandais et nigérians, 2 activistes, qui cherchent les mots pour dire, pour alerter, pour nourrir les consciences et agir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir depuis Benin City au Nigeria, Nimo Bassey. Nimo Bassey, vous êtes architecte, écrivain et poète et comptez parmi les principaux défenseurs et militants des droits humains et environnementaux en Afrique. Récipiendaire du prix Nobel alternatif en 2010, vous dirigez aujourd'hui le think tank écologique Health of Mother Earth Foundation et vous êtes aussi membre de l'Action Research Network for a Wellbeing Economy in Africa. Depuis Reykjavik, donc cette fois-ci dans l'hémisphère nord, en Islande, nous recevons, et là aussi j'en ai grand plaisir, Andri Snær Magnason. Vous êtes poète, romancier, dramaturge, nouvelliste, essayiste. Vos livres sont traduits dans de très nombreuses langues et multi-récompensés. Votre premier roman, Love Star, publié chez Humain en 2015, a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire. Les enfants de la planète bleue, qui est un livre chez Gallimard, un livre jeunesse, est traduit dans près de 30 langues. Et nous attendons tous avec beaucoup d'impatience On Time and Water, qui a été un best-seller dès sa sortie en Islande en 2019 et qui sortira en France ce mois aux éditions Alizio sous le titre Du temps et de l'eau, Requiem pour un glacier. Chacun d'entre vous, de diverses manières, est en alerte, comme je le disais, sur les effets catastrophiques de certaines activités humaines, la fonte des glaciers ou l'expansion de l'industrie de l'aluminium en Islande, les fuites massives de fonds par des pratiques financières illicites issues de l'exploitation, en particulier du pétrole au Nigeria. Mais peut-être pourrions-nous commencer par une note optimiste, je n'en sais rien, mais par ouvrir des horizons, des perspectives. Donc, Nimo Bassey, Andri Snær Magnason, je vous laisse chacun une espèce de temps de parole libre pendant quelques minutes chacun, peut-être 10 minutes chacun, avant de pouvoir interagir et que l'on puisse s'interroger précisément sur un certain nombre de questions. Merci. Thank you. I think I would like maybe André to go first. So should I go first? Merci beaucoup, Caroline. Peut-être qu'André, tu pourrais commencer? Oui, très bien, je vais commencer. Hello everyone. It's Bien, bonsoir à tous. Cela aurait été magnifique de pouvoir se voir à Lyon. Malheureusement, on va devoir utiliser la technologie et utiliser YouTube et ne pas voyager. On va pouvoir préserver notre intégrité physique. Je suis Andri Snær Magnason et je suis très heureux d'être avec vous ici. Je travaille et j'écris sur le temps et l'eau. Mon livre vient de sortir en France. Il a d'abord été écrit en islandais. C'est la langue dans laquelle j'écris. Dans mon livre, j'essaie de saisir l'échelle, la taille du problème auquel nous faisons face. Au cours des dernières années et décennies, on a pu voir certaines problématiques surgir. On parlait des ours polaires. Et très souvent, on avait l'impression que on voyait que les gens étaient loin. Et finalement, cela nous touchait assez peu.
On voyait des ours polaires, ça nous semblait assez lointain. Et aujourd'hui, les scientifiques sont très frustrés de voir que le fruit de leurs recherches n'avait pas atteint la conscience du public. Alors on m'a demandé, on m'a dit mais pourquoi n'écris-tu pas sur les rapports scientifiques, etc. Eh bien je me suis dit que je n'avais pas l'autorité nécessaire pour faire cela. Par exemple mon père est médecin et il n'aime pas lorsque les amateurs s'expriment sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Je ne pourrais pas parler de cancer ou de régime alimentaire, de diététique. Donc, j'étais conditionné et je n'avais pas l'habitude de parler de choses que je ne connaissais pas, mais certains scientifiques qui ont effectué des recherches pendant des décennies et qui malheureusement n'ont pas pu atteindre la conscience des gens, se sont rendus compte que c'est parce que ça ne faisait pas partie de la culture. Et finalement, comment peut-on atteindre la conscience des gens et du grand public? C'est à travers des histoires. Et donc il faut que ce soit raconté à travers des histoires, et c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. En utilisant des informations et en m'entretenant avec des climatologues spécialisés dans les glaciers, les océans, etc. Et ma conclusion a été que la difficulté d'écrire sur ce sujet, c'est que le problème est beaucoup plus grand que la langue en elle-même, et quand on s'y plonge, c'est que le rapport du GIEC, pour moi, a été presque un message codé. Même si je connaissais la langue, c'était très difficile. Il m'a fallu une semaine pour comprendre. Et avec l'énormité, face à l'énormité de ce problème, je me suis rendu compte que l'un des problèmes principaux était aussi la langue. Donc, on se retrouve avec une échelle de difficulté qui est énorme. Je ne peux pas arriver à décoder les mots comme je décode certains chiffres. Donc comment arriver à parler de quelque chose qui parle de tout, finalement? Parce qu'on parle des glaciers qui se transforment en eau. On parle de terres arables qui se désertifient. On parle de côtes qui sont inondées et qui sont submergées. Finalement, on parle de tout. Et ensuite, l'un des problèmes principaux était aussi le manque de connexion à notre futur. Lorsqu'on parle de 1100, on a l'impression d'être dans Hunger Games ou dans Blade Runner. On parle de science-fiction. Mais on ne parle pas de quelque chose qui est proche des gens et qui leur est intime. Là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus loin et les gens ne se sentent absolument pas concernés. Et dans mon livre, je parle de cela et je parle de cette problématique qui devient un peu comme un trou noir. On peut s'approcher d'un trou noir, mais la seule chose qui nous permet de comprendre un trou noir, c'est de regarder autour. Et ce problème, cette problématique est tellement énorme que même la langue ne peut pas l'expliquer. En regardant les contours et les marges, on peut arriver à comprendre. Et pour parler du futur, il faut pouvoir parler du passé, qui est peut-être équidistant du futur que l'on évoque. Une façon de parler du monde et peut-être de parler de notre grand-mère. Peut-être que pour parler de science, il faut parler de la mythologie et de la poésie. C'est une façon de donner une échelle au langage. Lorsque les humains
font des choses d'êtres humains, ils construisent des religions, des empires, ils inventent des choses, ils construisent une culture, ils racontent des histoires, mais la mythologie, c'est lorsque les dieux s'occupent des fondements, qu'ils placent le soleil, la lune, qu'ils créent le vent, les océans, etc. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les dirigeants du monde se retrouvent pour une convention pour le climat, et on trouve ça très ennuyeux. Par exemple, Napoléon, Ramsès II, ces gens-là étaient peut-être complètement mégalomanes, mais ils ne pouvaient pas modifier ces choses-là. Donc lorsque les dirigeants du monde se rencontrent et parlent du niveau des eaux dans les 100 prochaines années, eh bien, Moïse, lui, pensait plutôt à diviser la mer Rouge en deux pour la traverser. Et nous, on pense que c'est un accomplissement. Donc ici, on parle des océans à un niveau que l'on n'a pas vu depuis 50 millions d'années. 50 millions d'années, cela ne représente rien au niveau de l'évolution de l'être humain. On parle d'un simple être humain qui traverse un énorme changement sur l'océan à une échelle qui est 10 fois plus grande que l'évolution entière de l'homme. C'est pour ça qu'on utilise la mythologie, puisqu'on se transforme en des dieux, que l'on le veuille ou non. Ce sont nos dirigeants qui choisissent, qui parlent des fondements, et on ne pensait jamais avoir à parler de ce genre de choses. Voilà ce sur quoi je travaille aujourd'hui, et je pense que j'ai atteint les 10 minutes. Merci. Est-ce que j'ai oublié de laisser les traducteurs s'exprimer? Non, c'était parfait. Simultaneous translation. Okay. Nimo. Thank you. Thank you so much. I've also watched your performance, Andre, and Merci beaucoup. seeing all the landscapes and all the changes, and I think it's Je connais wonderful. ces changements et je pense que c'est merveilleux, et les mots que tu as choisis sont absolument merveilleux. Et j'essaie de travailler aussi avec les mots à travers la poésie, comme vous le savez certainement. Mais je ne pense pas arriver à ce niveau de performance. Il va falloir que je m'inspire de toi, André. Environmental issues. It's a lot easier to present it through poetry. In a few words, you can say a whole lot of things, and then at the same time, Et en même temps, nous sommes ouverts à divers types d'interprétations. Donc c'est beaucoup plus facile pour les gens de s'identifier à ces choses-là, de pouvoir parler de problématiques scientifiques complexes à travers la musique, la poésie et aussi la non-fiction et la fiction. Et en termes des problématiques qui nous intéressent, le défi pour nous, c'est les mauvaises conceptions des problématiques de l'Anthropocène ou du réchauffement climatique ou de l'environnement, lorsqu'on pense que c'est simplement une problématique des plus aisés, peut-être des Blancs, du Sud, plutôt des pays du Nord que les pays du Sud, mais c'est absolument faux. C'est une mauvaise conception et c'est une idée colonialiste, puisque finalement les gens qui dépendent de la nature dépendent de l'environnement, et ils sont concernés, ils sont en première ligne, puisqu'ils
ces gens-là font de leur mieux pour arriver à un équilibre en termes de concept, d'action. Et malheureusement, en dépit de leurs efforts, ils se rendent compte que les choses n'évoluent pas. Donc, lorsqu'on essaie de comprendre ce qui se passe, on peut le décrire à travers le langage. Et parfois, le langage en lui-même est une problématique. Donc, j'ai passé du temps avec des collègues activistes à essayer de décolonialiser les actions et les concepts. Et en pointant du doigt les choses, on arrive à déconstruire ces problèmes en les pointant du doigt depuis la racine. Et moi, je n'aime pas couper des arbres, puisque plus on coupe des arbres, plus on va en avoir besoin. Donc, je dirais que l'une des crises les plus importantes, évidemment, c'est le réchauffement climatique aujourd'hui. Comme nous le comprenons, c'est à cause de l'augmentation drastique des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et ceci au nom du progrès, du développement. Et les êtres humains, si puissants, sont si intelligents que, par exemple, le carbone, le CO2 qui est émis par la guerre, par les conflits, par l'armée, tout ceci n'est pas inclus dans les émissions de CO2. On essaie d'ignorer ces faits, on pense qu'il va y avoir une amnésie collective, et on essaie donc de faire qu'il y ait une distorsion de la réalité. On ne parle pas des bombardements, des avions, etc. On a l'impression que c'est un petit peu de la science-fiction. Et les émissions de carbone sont absolument énormes. Et le CO2 qui est émis pour essayer de mettre au point des inventions toujours plus avancées dans ce domaine. Et il y a de plus en plus de complaisance à ce sujet. Et moi, je trouve ça absolument anormal. Et évidemment, cela contribue au réchauffement climatique puisqu'on ne comptabilise pas les choses de la bonne manière, on n'entreprend pas les bonnes actions. Les émissions de CO2 sont la cause directe du réchauffement climatique, du réchauffement de la température des océans, des écosystèmes, etc. Alors pourquoi ne pas réduire nos émissions de CO2 ? Pourquoi ne changeons pas notre façon de produire, notre façon de consommer? Pourquoi ne changeons-nous pas ce concept même? On parle de glaciers, d'océans, on parle d'histoire, on parle de la relation avec nos beaux paysages, etc. Si on arrive à réexaminer ce qu'est le plaisir, ce qu'est le divertissement, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend humains, ce qui fait que nous pouvons nous identifier les uns aux autres avec amour et sans compétition, eh bien, je crois qu'on arriverait à réimaginer les chemins du passé qui nous amèneraient vers le futur. Et en se disant dans le futur qu'on a été raisonnable dans le passé. Mais si on conçoit le développement comme de la compétition, comme la privation environnementale, comme de l'exploitation, comme une accumulation de richesses, de pouvoir, de capital, de considérer les arbres comme tout simplement des stocks de carbone, de tout transformer en argent plutôt qu'en nourriture, par exemple. Tout ce procédé de commercialisation et de marchandisation de tout ce qui est, de mercantilisation. Relationship that has
Ça a créé beaucoup de problèmes. Et l'exploitation, le travail forcé, la dégradation de la chaîne de vie, nos campagnes contre les OGM et les modifications génétiques. Visiblement, j'ai disparu un petit peu. Je n'ai pas fait exprès. Bon, alors, je vais reprendre ma présentation. Alors, ce que j'essayais de vous dire, c'est que nous avons des céréales, des super céréales, parce que l'être humain a introduit des insecticides, a introduit des modifications génétiques. Donc, plus on attaque la nature, plus la nature se défend. Et en fin de compte, si on n'arrive pas à cohabiter avec la nature, l'être humain cessera un jour ou l'autre d'exister, alors que la nature continuera à exister. Sur la durée, nous allons perdre. Donc l'externalisation du coût environnemental qui est menée par des bandits de grand chemin aux dépens des peuples et de la planète, ce droit de tuer qui est soutenu par les institutions financières internationales, toutes ces relations doivent être réexaminées et nous devons apprendre à vivre dans le cadre des limites planétaires. Nous devons être tous égaux entre nous sur la planète, coopérer afin d'éviter de vivre aux dépens d'autres personnes, d'autres citoyens de cette planète. Si nous apprenons à vivre en harmonie avec les autres, les uns avec les autres, nous retrouverons l'harmonie qu'il y a longtemps nous avons eue avec la nature. Merci Nimo, merci Andri. J'avais réfléchi à une manière d'organiser la conversation, mais je vais un peu la perturber parce qu'en fait, je me dis peut-être qu'il faut qu'on reste un moment sur la question du pourquoi on ne comprend pas. Et quand je dis on, c'est une majorité de citoyens du monde. On ne comprend pas ce qui se déroule, ce qui se passe. Et je pensais à quelque chose, Andri, que vous évoquez dans votre texte, le bruit blanc du changement climatique, qui est publié dans A2021, donc le magazine annuel de l'école urbaine. Vous évoquez notre difficulté à prendre la mesure des changements à l'œuvre et vous évoquez peut-être comme piste le fait que nous n'avons pas les mots pour dire ces changements. Nous n'avons pas le vocabulaire, sans même parler d'un vocabulaire commun, mais à l'échelle planétaire, mais peut-être à différentes échelles. Et donc, pour permettre cette compréhension, vous faites le parallèle avec l'émergence du désir d'indépendance en Islande, et qui s'est heurté à l'absence justement de vocabulaire. Donc, est-ce que vous auriez des mots pour dire ces changements Parce qu'il est vrai que quand on dit acidification des océans, ça, Andri en parle aussi dans son texte, ce ne sont pas des mots partagés pour tout le monde. Et surtout, on ne saisit pas l'ampleur de ce qu'ils sous-tendent. Avez-vous les mots pour nous dire ces changements à l'œuvre? Andri, Nimo? Je suis heureuse de vous voir rire. I'm happy to see you laugh.
Donc, ce que j'exprimais dans mon œuvre, c'est que j'essayais d'expliquer donc aux gens que, en utilisant des mots, je devais utiliser des mots pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de mots. Donc, l'acidification des océans est une notion très intellectuelle et peut-être que les gens pouvaient se sentir inférieurs s'ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants de cette expression. Mais cette expression n'a été créée que vers 2004 et elle n'est pas apparue vraiment dans le débat climatique avant longtemps, c'est-à-dire il y a quelques années qu'on a commencé à utiliser cette expression. Donc, par exemple, l'Holocauste ou l'arme nucléaire étaient peut-être les mots les plus importants du XXe siècle ou les plus graves à utiliser. Et le problème avec un mot, c'est que sa charge ne se fait sentir que lorsque l'on comprend les conséquences. C'est-à-dire, avant Hiroshima, ce n'était qu'une théorie que les conséquences de la bombe atomique. Et lorsqu'on a vu les conséquences, alors on a compris la charge complète de l'expression. Et c'est peut-être le problème avec l'expression acidification des océans, puisque le pH de l'eau océanique commence à 7,7, atteint 7,7 et on parle d'un changement de 0,3. Mais cela ne transmet pas toute la différence chimique que comprend cette évolution de 0,3 unités. Et comment faire en sorte que notre imagination puisse concevoir cette évolution que l'on peut indiquer en termes de chiffres? C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que cela se produise et on préférerait que cette expression reste une théorie, reste une possibilité, parce que si nous constatons le changement dans l'océan, alors on va comprendre la charge de cette expression, acidification des océans. Par exemple, on a passé un an sous l'emprise du coronavirus et avant, la vie était qualifiée de normale, entre guillemets, et nous nous sommes adaptés à cette situation très bizarre. Et c'est le problème avec le changement climatique graduel, c'est-à-dire que de manière constante, nous pourrons toujours nous adapter tous les 2 mois, tous les 3 mois aux feux de plus en plus fréquents en Australie, les sécheresses en Afrique, les inondations à la Nouvelle-Orléans. Donc, on peut qualifier de normal des conséquences qui ne sont pas désirées. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, dans les articles que j'écris, dans mes interventions, mes conférences, c'est de montrer la différence entre un océan de 2020 et un océan de 2100. Et ce sont des mesures effectivement microscopiques, mais qu'on ne peut peut-être pas même goûter si on buvait l'eau de l'océan. Mais cela néanmoins provoquera des changements fondamentaux. Et c'est au-delà des mots, c'est tellement incommensurable. Alors, Nimo, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes cela. Parce que il est important de raconter une histoire. C'est pas tant la manière dont on pense, c'est la manière dont on fait les choses aussi qu'il faut raconter. Donc, on pense à ces histoires que l'on raconte et c'est assez abstrait. Et lorsque c'est trop abstrait, on a du mal à comprendre l'envergure du problème. Par exemple, on mesure l'acidité des océans. Mais cette acidification de l'eau est un concept abstrait. On regarde l'océan est toujours là et apparemment rien n'a changé.
Et on ne constate pas ce changement dramatique que suppose le changement climatique et l'acidification des océans. Bon, on a des cyclones, effectivement, on voit que l'océan se réchauffe. Ça provoque les cyclones. Et il y a des expérimentations à l'échelle de la planète qui augmentent l'acidité des océans. Donc, il s'agit de comprendre la charge, effectivement, et de mesurer les conséquences pour bien comprendre. Donc, il faut interroger le concept de la compréhension et avancer et agir. Parce qu'on accepte des concepts et en les acceptant, cela touche notre imagination et après, on a un avertissement. Et l'avertissement peut changer la manière dont on raconte l'histoire. Changer de narration. On voit ce qui nous rend heureux, ce qui nous affecte, ce qui nous modifie. On peut, par exemple, faire la publicité pour une veste, pour des gants, et tout d'un coup, si on raconte que c'était les gants, etc., tout le monde va aller acheter ça. Donc, il faut capturer l'imagination des gens, il faut créer des images. Donc, toujours des histoires, toujours des images. Et il faut bien expliquer dans quelle mesure cela va à l'encontre de notre intérêt. Il faut interroger les concepts, trouver la racine des mots, des expressions. Il faut que notre imaginaire arrive à comprendre l'économie. Quand j'ai grandi, on avait des billets où c'était marqué « La Banque nationale du Nigeria s'engage à payer la somme inscrite sur ce billet ». Et on échangeait on utilisait cette monnaie pour acheter. Et il y avait donc cette pile de papier qui finalement, à cause du texte qui était écrit là-dessus, était une pile de promesses. Et donc, c'est cette autorité de la banque, cette promesse de payer, qui faisait que j'avais de l'argent ou pas. Donc, il faut continuer à raconter des histoires qui nous rassemblent, des histoires qui viennent du Nord, du Sud, des histoires mondiales, des histoires interrégionales, des histoires collaboratives, des histoires de coopération. Pas seulement l'histoire de comment devenir millionnaire, milliardaire, mais également l'histoire de ces personnes qui arrivent à introduire petit à petit des changements. Et c'est ce type d'histoire qu'il faut compter, qu'il faut partager, qui peuvent encourager les gens à s'engager envers le changement, vers l'adaptation, et comprendre que notre tâche sur la planète, c'est de nous adapter. Et on nous demande de nous adapter tout le temps. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de s'adapter. Il faut stopper, en fait, l'évolution de cette situation. Il faut arrêter de s'adapter. Yes, I took a pause there. Alors justement, puisque vous parlez de récits et de réel aussi, hein, puisque les choses se croisent. Je vais prendre deux images qui me semblent extrêmement fortes et que vous connaissez tous les deux. Donc la disparition de glaciers, par exemple. André, vous avez rédigé en 2019 la lettre du futur qui figure sur une plaque commémorative dédiée au premier des 400 glaciers islandais à avoir disparu à cause du réchauffement climatique. Et on a tous cette image en tête, pas nécessairement de ce glacier, mais de ces masses colossales, ces colosses de glace qui s'effondrent. Et puis j'en prendrai une autre en Afrique.
Je pense au lac Tchad, qui est la plus grande étendue d'eau douce d'Afrique, en tout cas qu'il était, et qui, elle, est en train de se réduire comme peau de chagrin. Là aussi, une immense image hein, qu'on imagine, nous, de l'Afrique. Donc, comment les gens réagissent? Parce que vous parlez de réaction Nimo. Voilà, comment les gens réagissent à ces phénomènes qui les dépassent aussi, hein, et qui touchent à la fois à leur vie, à leur environnement, mais aussi aux récits et aux imaginaires. Right. Lake Chad is really Très bien. a very big issue. Le lac Tchad est un grave problème. C'était un lac de 25 000 km² dans les années 70 et maintenant il a perdu 90%. Il est à peu près de 2500 km. Et c'est un lac dans une partie du Sahel où l'eau est fondamentalement importante. Donc le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger partagent cette étendue d'eau douce. Et ce sont des milliers de peuples pastoraux qui utilisent cette eau pour leur bétail, des personnes qui pêchent également, des agriculteurs qui irriguent leurs champs grâce à cette eau et qui tirent cette eau du lac Tchad. Et donc, l'imagination de ces gens s'est attaquée à comment récupérer l'eau de ce lac, comment la retrouver. Et les autorités tchadiennes ont eu l'idée de pomper de l'eau de la République de Centrafrique, du Congo, pour alimenter avec un canal le lac. Et c'est un domaine qui pose un défi à l'imagination quant à la taille, à l'envergure du problème. Et le défi immédiat aux abords du lac, c'est de comprendre ce que le changement climatique a à faire dans l'histoire. Et les personnes qui ont été déplacées, les personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, doivent se déplacer avec leur bétail et les peuples pastoraux doivent aller ailleurs. Et quelle vie les attend? Quelle vie attend les pêcheurs qui ne peuvent plus vivre des poissons du lac? Les personnes donc, qui ont perdu leurs moyens de subsistance sont des personnes très vulnérables qui risquent de s'engager dans des activités dans des gangs, des activités illégales, qui risquent de rentrer dans les conflits, les nombreux conflits qui existent dans cette région. Nous avons des histoires de combats, de conflits dans la région qui sont très violents. Néanmoins, ce sont des histoires, des interactions complexes, sociales, des personnes qui sont obligées de migrer, des personnes qui sont obligées de devenir des réfugiés climatiques à cause de l'impact du changement climatique. Donc, l'imagination est alimentée, il y a des actions à engager contre le climat, la situation est complexe et la situation est profondément grave et touche l'imagination de tout un chacun. C'est-à-dire l'idée de retour à la normale, c'est-à-dire de retrouver un lieu de vie sûr, des gens qui peuvent chanter dans les champs, qui peuvent avoir une vie spirituelle, une vie productive et non pas une vie de peur. Eh bien, maintenant, en fait, c'est une zone qui a été sacrifiée, c'est une zone de terreur. C'est une zone de peur. Et donc, les défis pour changer cette narration, cette histoire, c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup d'études à faire. C'est un travail d'ingénierie, je ne sais pas.
la problématique des glaciers en Islande, bien, normalement, on pense qu'on peut avoir un certain degré de contrôle sur les problématiques environnementales, donc on peut préserver certains espaces, qu'on peut éviter la surpêche, qu'on peut éviter justement la surdose, si l'on peut dire. Eh bien, ce sont des problématiques qui sont éminemment communes à tout le monde. Les citoyens peuvent s'attribuer des missions et on leur fait croire qu'ils sont responsables de la résolution de ces problèmes, mais on ne peut pas résoudre ça avec une région ou une nation qui s'empare du problème. La transformation du système énergétique de l'humanité ou du système politique ou les systèmes de croyances, les systèmes de société, eh bien, ce que l'on voit, c'est la rapidité à laquelle nous devons agir est incroyable. Cela doit se passer dans un temps très court. Et les idées pour pouvoir arriver à de nouveaux paradigmes, de transformer un pays. Si l'on voit par exemple d'autres problématiques comme le capitalisme, le droit des femmes, le racisme, etc. Si l'on voit le temps que ça prend de changer les choses et qu'elles se mettent en place, eh bien, on peut se dire que c'est parfois un petit peu bouleversant ou décourageant. On se demande si on va y arriver collectivement. Et en même temps, on peut aussi avoir espoir dans le fait que, par exemple, si l'on s'intéresse à la technologie, on peut voir qu'il y a énormément de choses qui ont été développées très rapidement. Certaines inventions, comme le téléphone portable, eh bien, on peut se dire que si on arrive à converger dans une même direction et à concentrer nos efforts tous dans la même direction, on pourrait peut-être arriver à changer notre système d'énergie, on pourrait arriver à régler certains problèmes. L'un des plus grands crimes, peut-être du XXe siècle et aussi de ce siècle, ce sont les campagnes de désinformation qui ont été développées pour maintenir le débat sur le changement climatique hors du débat global et sociétal. Et si l'on s'intéresse par exemple à l'Holocauste, on voit que les gens qui étaient responsables de ça ont été punis des décennies plus tard. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu pareil. Si le changement climatique devient tellement évident, eh bien, on verra si les responsables feront face aux conséquences, puisque cette façon de tout simplement diminuer l'impact de la réalité a un impact sur énormément de choses, mais l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ça fait des années qu'on en parle, peut-être 20, 30 ans, mais si on avait pris les choses beaucoup plus au sérieux, on aurait diminué les effets déjà. Et je serais curieux de connaître l'avis de Nimo à ce sujet, puisque ça dépend de la région du monde dans laquelle on vit. Et j'ai trouvé très intéressant la façon dont il parlait, de l'Anthropocène de façon collective et de mettre l'humanité dans le même chapeau, et que c'est peut-être un problème qui a été créé par certains êtres humains, mais le problème c'est que fait-on de cela? Alors justement, peut-être Nimo veut réagir, je ne sais pas, parce qu'on a un petit décalage, mais autrement... Oui, Nimo. Yeah. Okay. So really, of course, eh bien, parfois, on utilise des étiquettes que l'on veut poser sur tout le monde.
en disant que c'est une période historique où les êtres humains ont créé ces problèmes. Et si tout le monde a créé ce problème, eh bien, on peut se dire que si tout le monde est responsable, eh bien, il n'y a rien que l'on puisse faire. Mais si on arrive vraiment à comprendre qui est responsable du problème, eh bien, on se rend compte qu'on met tout le monde dans le même chapeau. Par exemple, le réchauffement climatique, les niveaux de CO2, tout le monde est responsable, mais par exemple aujourd'hui la question c'est de savoir qui est responsable du budget de CO2, quels sont les nouveaux concepts comme la neutralité carbone, tout ce qui a trait à cela. Peu importe, c'est bien le fait de prendre acte. C'est tout simplement comme si on allait au confessionnal. Et si le curé nous dit d'aller faire 3 prières pour pouvoir nous absoudre, eh bien c'est ce qu'on va faire. Là, ce serait un petit peu la même chose finalement. Alors que là, on se rend compte qu'on porte la responsabilité sur tous pour quelques personnes qui portent en réalité la responsabilité. Par exemple, lorsque l'on pompe pour être toujours encore plus, pour augmenter nos réserves de pétrole et les revendre, et pour créer du capital à partir de cela. Eh bien, ces gens-là iront jusqu'à la dernière goutte de pétrole, ils n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est le capital, le pouvoir. Ils ont énormément d'influence, ils peuvent même faire rédiger les articles des accords qu'ils signent. Nous faisons partie maintenant d'un système où tout le monde dit ce qu'il est capable de faire, et ce genre de système met tout le monde dans une position délicate en ce qui concerne la réalité. Donc, l'anthropocène, c'est un très joli mot. Mais finalement, ce sont nous, les êtres humains, qui sommes les petits diablotins qui créons ces problèmes. Mais si on arrive justement à changer le discours et à être responsable de ce changement positif, eh bien, on changera concrètement le discours. Oui, mais l'animal, enfin, je m'adresse à vous deux d'ailleurs. Le mot anthropocène indique que les changements provoqués par les activités humaines, et c'est une débâcle attribuée à l'ensemble des humains sans distinction. Où que nous soyons, au nord, au sud, dans un pays riche, dans un pays pauvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité est la même que l'on soit riche ou pauvre. La responsabilité est la même si on est oppresseur ou opprimé. Ce n'est pas si simple. Il y a des responsabilités. Est-ce qu'on peut simplement dire que nous sommes tous, chacun à notre échelle, où que l'on soit, responsables de manière équivalente? Donc c'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'ensemble, chacun des humains, est responsable de la totalité des activités et de leurs effets délétères sur cette planète? I would say, of course not. Bien, je dirais bien sûr que non, puisqu'il y a des gens qui ne font pas partie de ce jeu-là. Je dirais qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne font pas partie de ce jeu-là. Et encore une fois, la responsabilité, par exemple, si l'on prend la Chine, eh bien, le revenu par habitant est le même que la Suède, pratiquement. Donc, il y a une énorme partie de la planète et de l'humanité qui est responsable. Mais je dirais que
pays qui tirent les plus grands bénéfices du pétrole et les super pouvoirs que le pétrole nous donne devraient être les premières nations à ne plus disposer de pétrole. C'est-à-dire le premier qui a utilisé ces ressources devrait être les premiers à ne plus pouvoir les utiliser. Et si l'on place ceci, si on place le curseur d'une façon plus positive, eh bien peut-être que le monde occidental développe des technologies pour sortir de cette ère du pétrole. Eh bien peut-être que ces technologies devraient être transférées aux pays qui n'ont pas encore la possibilité de le faire, et cela nous permettrait d'atteindre un niveau de prospérité satisfaisant. Et si l'on arrive à éradiquer l'utilisation du charbon et du pétrole, et de l'électricité, et par exemple avec les technologies géothermiques et hydrauliques, on l'a fait il y a quelques années. Eh bien, par exemple, dans les années 30, on avait réussi à faire cela et à se priver du charbon et du pétrole. Eh bien, si on arrive à faire ça, si on utilise l'énergie solaire, il y a beaucoup de pays qui disposent d'un ensoleillement idéal et qui n'ont pas encore développé ces technologies pour capturer cette ressource. Et par exemple, je ne sais pas, en Arizona, en Arabie Saoudite, plus tôt la transition sera faite, eh bien, plutôt les autres pays qui ont le même degré d'ensoleillement pourront bénéficier de ce genre de technologie. Et donc, on ne peut pas... On pourrait demander à quelqu'un, on ne peut pas demander à quelqu'un, pardon, de développer ces technologies-là si ils n'en ont pas la possibilité. Donc, on peut considérer ceci comme une accélération. On peut parler ici, on peut parler d'opposition entre les pays pauvres et les pays riches, ou les générations anciennes contre les jeunes, par exemple. Ici, on peut voir les possibilités, ou en tout cas les potentialités de conflits qui peuvent surgir entre les pays. Donc, peut-être qu'aussi, cela pourra générer des éléments positifs, ce genre de conflit. Cela pourra décaler certains autres conflits, puisqu'on parle peut-être trop d'énergie. Je ne sais pas. Je pense que tout d'abord, cette règle du premier à avoir utilisé une ressource qui devrait être le premier à devoir s'en priver, je pense que ça pourrait nous aider à sortir de ce dilemme. L'Islande ne devrait pas attendre, je ne sais pas, d'autres pays pour faire la même chose. Si nous sommes entrés dans le jeu en premier, nous devrons en sortir les premiers. Ouais. Thank you, André, for that. Merci, André, pour cela. C'est assez bouleversant de voir la façon dont l'Islande a pu changer et développer et se réapproprier ses ressources d'une façon plus positive. Et une autre des problématiques et des considérations principales pour moi n'est pas comment nous générons de l'énergie, mais ce qu'est l'énergie. Cela fait partie du débat sur le climat. On parle des molécules dans l'atmosphère, mais pas les molécules au sol. Ce qui a été proposé par les communautés aurait été tout simplement de laisser le CO2 au sol et de ne pas le laisser s'envoler dans l'air.
Arriver à enterrer ce CO2, ce n'est pas logique ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont nous concevons le progrès et la belle vie, les bonnes conditions de vie et le développement. Donc il faudrait s'intéresser sur le développement en lui-même, sur l'énergie. L'énergie ne consiste pas à déplacer des choses ou à utiliser de la lumière. Si l'on regarde les différentes connotations et la signification de l'énergie, cela transformerait la façon dont nous pensons et la façon dont nous pensons transformera la façon dont nous agissons. Le type de dégradation environnementale que nous subissons et qui a été permise deviendrait inacceptable. Et d'ailleurs, l'Union européenne a reconnu cela, a dit que ça devrait être considéré comme un écocide lorsque l'on fait du mal à la nature. Si ça devient puni par la loi, eh bien, le fait de nuire à la planète et à l'environnement et de devoir rendre des comptes à ce niveau-là, comme pour les crimes contre l'humanité, eh bien, je pense que nous pourrons investir toutes nos ressources pour repenser la façon dont nous exploitons la nature et le travail et les uns les autres, tout simplement. Encore une fois, c'est une question de discours et la façon dont nous l'imaginons et la façon dont nous imaginons notre futur ensemble. Alors justement, vous parlez d'énergie, c'est assez intéressant parce que vos deux pays ont effectivement des énergies différentes, des politiques différentes et un autre traitement de ces populations. Hein. Le Nigeria est le premier producteur d'Afrique de pétrole. Hein, et il compte d'immenses autres richesses en sous-sol. Pour autant, une grande partie de la population n'en profite pas du tout. L'immense majorité de la population n'en profite pas du tout. Quand je dis n'en profite pas, c'est qu'elle n'en profite pas dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation. L'Islande, elle, est un pays qui, du fait de sa géographie, est autosuffisante en énergie, en géothermie, en énergie issue de l'eau aussi, hein, puisque c'est un pays avec énormément de l'eau. Et là, pour autant, non seulement ce n'est pas polluant, non seulement ce n'est pas un écocide fait dans son traitement fait à la planète, mais par ailleurs, les populations en bénéficient. On bénéficie avec des niveaux de vie plutôt très élevés. Donc, est-ce qu'on peut parler un moment de ça? Qu'est-ce qui se passe pour que ces deux pays qui potentiellement ont à la fois des ressources, des énergies en tout genre, des intelligences, de la créativité, des récits, des imaginaires, ça fonctionne en Islande, qui est, je le rappelle, un tout petit pays avec 350 000 habitants, et puis le Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique, avec 240 millions d'habitants. Mais une grande jeunesse et beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux pays, si différents certes, mais des pays quand même, avec des humains quand même, avec un environnement quand même? Thank you for the question. I will just go first, and André will come and tell us the beauty. Bien, merci. Je vais commencer. Peut-être qu'André pourra continuer et nous raconter la belle histoire de l'Islande. Bien sûr, lorsque l'on parle du Nigeria, au niveau environnemental, c'est assez négatif. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose. J'essaie de vous expliquer pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. Nous sommes devenus un pays indépendant dans les années 60. Et pendant un certain temps, dans l'ère post-coloniale, les choses n'en étaient pas là où elles en sont aujourd'hui. Nous avions un bon système social
qui permettait de protéger ses citoyens. Il y avait de l'énergie de façon suffisante pour les citoyens. Mais je dirais que le changement principal en termes de gouvernance est arrivé à partir des institutions internationales lorsqu'elles ont commencé à forcer le changement à travers des instruments qui ont appauvri certains pays en détruisant le tissu social, en détruisant le système d'éducation, en détruisant le système de santé, les infrastructures sociales, les infrastructures énergétiques, en contribuant à un marché, en nous vendant la liberté, la démocratie pour que le pays aille bien, et à cause du pouvoir géopolitique derrière ces institutions, il y a beaucoup de pays qui ont accepté ces conditions et la charge que cela représentait et des prêts. Et pour devenir solvable, il fallait s'endetter à travers ces prêts. Et donc les politiciens ont accepté ce genre d'arguments. Et donc, par exemple, en Afrique francophone, il y avait énormément d'argent qui dormait dans les banques françaises. Donc il y avait ces structures géopolitiques qui sont venues perturber le développement de ces pays et de leurs peuples, et qui ont changé les structures politiques au sein de nos pays. Et donc je vous donne simplement ça à titre de contexte, et bien sûr que je suis d'accord avec l'image que vous avez décrite, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. En Islande, on a fait 2-3 trucs bons. Donc, dans les programmes hydro, nous avons une abondance d'eau. Donc, nous avons une population assez réduite, donc il ne faut alimenter en électricité que 200 000 personnes. Le Nigeria est un pays beaucoup plus grand, bien sûr, mais l'Islande a été une colonie jusqu'en 1944, colonie danoise, et pendant des milliers d'années, en Islande, nous avons une civilisation très pauvre et nous atteignons rapidement la limite de croissance. C'est 60 000 personnes qui ont fondé l'Islande. Et 1000 ans plus tard, il y avait encore à peu près 60 000 personnes, c'est-à-dire nous avons dû nous contenter de faibles ressources. Donc, dans l'histoire islandaise, il y a eu beaucoup de douleurs. Mais en 100 ans, nous avons pu bénéficier de, comment dire, de ces inconvénients. C'est-à-dire qu'on a eu un intérêt à tirer profit de nos inconvénients, de nos problèmes. Donc, les océans étaient pleins de poissons, mais également les volcans qui pouvaient semer la mort étaient également source d'engrais pour nos terres. Donc, en 1900, l'Islande exportait ses habitants. Parce qu'il y avait trop d'habitants en Islande par rapport à ce que pouvait nourrir l'île. Et une vingtaine de pourcents, 20% à peu près des Islandais ont émigré au Canada. Et maintenant, nos ressources nous permettraient de nourrir 1 million de personnes à peu près. Donc, peut-être qu'un pays comme l'Islande sera attirant dans le cadre du changement climatique, je ne sais pas.
Mais nous sommes des très gros consommateurs. Nous avons énormément de voitures et nous avons donc un taux d'émission par habitant très élevé. Nous polluons donc beaucoup malgré cet avantage que l'on a d'avoir de l'énergie propre. Donc il ne s'agit pas de peindre une image trop idéale ou idéalisée de l'Islande par rapport à l'Afrique. L'industrie de l'aluminium, nous avons construit des infrastructures pour servir les intérêts des multinationales. Les multinationales ne payent pas d'impôts en Islande. Par exemple, surprise, surprise. Et toutes les ressources sont exportées sans aucun bénéfice pour l'économie. Donc, il y a une petite fenêtre dans le cadre de laquelle il faudrait voir un peu là où on s'est trompé, afin que toute l'économie ne soit pas touchée. Donc, le secteur énergétique a été nationalisé. Et cette énergie géothermique est une énergie collective. Ce n'est pas une entité privée qui gère cette énergie. Donc, cela nous permet, par exemple, d'aller nager à ciel ouvert dans des piscines en plein janvier, plein mois de janvier. Et la qualité de vie en Islande s'est largement améliorée et nous fait malheureusement un peu oublier le changement climatique. Avant de passer la parole au public, j'ai une dernière question qui s'adresse à vous deux. Dans le monde que vous regardez, donc pas nécessairement dans vos pays respectifs, bien sûr, quels sont les événements ou les tendances qui vous font penser qu'il y a des choses positives qui se déroulent avec des échelles qui peuvent être tout à fait différentes, mais quels sont ce que vous voyez émerger qui peut vous faire penser que on va pas renverser la table, bien sûr, mais qu'il y a quand même suffisamment de créativité pour que des choses se déroulent et rendent cette habitation sur Terre plus raisonnable et plus possible. C'est une question profonde, c'est une question hautement philosophique, très complexe. Alors, si vous me demandez de parler, par exemple, de mon pays, l'Afrique a beaucoup de ressources, ça c'est sûr. Et je parle de la créativité chez les jeunes, et je peux voir qu'ils peuvent faire de grandes choses s'ils ont l'occasion de les faire, si on leur donne cette occasion de les faire. Et les institutions ne comprennent pas toujours que les jeunes sont brillants, intelligents, créatifs, sont très bons pour s'organiser. L'année dernière, au Nigeria, il y a eu des grands mouvements de la jeunesse contre la brutalité policière, contre la violence policière, très bien organisés, des manifestations totalement pacifiques. Des organisations qui parlaient d'eux, qui faisaient parler d'eux sur les réseaux sociaux, qui étaient très bien organisées aussi d'un point de vue technologique et qui travaillaient, mais c'était réglé comme un coucou suisse. Voilà, pour vous dire à quel point ça fonctionnait. Et les responsables politiques disaient ce qu'ils voulaient.
Mais pour moi, c'est ça. C'est en 2020 une indication très claire que la jeunesse a la capacité, la volonté est prête à se mobiliser pour déclencher le changement dont on a besoin. Et donc, créativité chez les jeunes et productivité au sein de mon pays, dans le monde entier, des choses positives qui arrivent. Donc, on voit la possibilité de cette énergie dans chaque individu qui, de manière collective, pourrait fonder peut-être une union panafricaine, je ne sais pas. Et enfin, ce qui me donne espoir, c'est que dans tout mon pays, des personnes marginalisées, opprimées, pauvres, se font entendre et s'expriment contre les activités d'extraction, contre l'extractivisme, ne veulent plus être victimes. Ce sont des personnes qui souffrent, mais qui osent prendre la parole. Et pour moi, c'est un indice fort pour un avenir radieux. Des personnes qui parlent, qui s'organisent, qui sont créatives. Merci. André? Thank you. Yeah, same question. Même question. Eh bien, moi, ce que je peux voir, c'est que la prise... Les gens ont mieux conscience de la situation depuis 2-3 ans. Les jeunes prennent des responsabilités et je pense que on a peut-être surestimé le changement à court terme, mais on a sous-estimé le changement sur le long terme. Je pense que la nouvelle génération, les jeunes qui commencent leurs études, qui étudient maintenant, ne vont pas avoir le même état d'esprit que celui qu'on avait lorsqu'on parlait, par exemple, de l'industrie. Déjà, physiquement, c'est impossible. En termes de technologie, nous avons des inventions intéressantes à notre disposition, un travail de pionnier qui est fait en matière de capture du carbone. Et il est inévitable que nous devions retirer le carbone de l'atmosphère par les arbres. Nous avons déjà des chiffres, des centaines de milliers de tonnes de carbone qui doivent être stockés. Alors, il y a un problème d'échelle. Donc, il faudrait stocker des centaines de milliers de carbone, mais 10 gigatonnes de carbone, ça devient très compliqué. Et il faut que l'action de l'industrie soit 1 million de fois plus importante que ce qu'elle est maintenant. Donc, je ne dis pas que la technologie va tout sauver, mais je pense que certains problèmes qui ont été causés par la technologie ne peuvent pas trouver de solution sans technologie, parce que l'échelle est tellement immense. Donc, il y a un changement également parce que les régimes alimentaires contribuent à ce changement alimentaire. On voit de nouvelles tendances, le recyclage, des personnes qui travaillent sur ces questions essayent de trouver des solutions. Mais néanmoins, nous avons encore des industries très importantes comme le tourisme qui émettent beaucoup de carbone. La pêche également émet beaucoup de carbone. Donc, il y a beaucoup à faire. Et ça ne va pas être facile à faire. Et on se donne du courage en disant que cela va être facile, mais ça va être très difficile. Le coronavirus a créé une métaphore mondiale, puisque
Nemo et moi, quand on a la quarantaine, cela nous impacte peut-être pas tant, mais lorsqu'on est adolescent, par exemple, ça va marquer. Et nous avons besoin de 5% du PIB pour changer le système. Si on dépensait autant pour lutter contre le changement climatique qu'on dépense en matière d'armement également, cela serait des solutions. Donc la nouvelle génération va nous dire, écoutez, il faut faire ça. Quel était le coût du coronavirus? 5-10% du PIB? Quel est le défi du changement climatique? Également. Et la question se pose d'aller faire la fête, d'aller à un concert, etc. Et donc, on va mettre dans la balance tout ce dont on s'est privé à cause du coronavirus et ce que ça a coûté. Et je pense que les jeunes sont passés par cette expérience du coronavirus. Nous aussi, mais ils n'en tireront pas les mêmes conclusions que nous. Donc pour moi, c'est positif. C'est formidable qu'on puisse arriver à une note positive, me ravit. Il y a peut-être, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça, je crois qu'il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions qui nous sont posées via les différents réseaux. Dites-moi, je ne sais pas par où ça arrive, par où ça... Voilà. Hein? Je suis désolée. Super, merci. Donc j'ai une question d'Oliver. Nous commençons à nous habituer aux histoires de climat où les océans, les lacs et les glaciers sont des acteurs importants. Je me demande si une sorte d'acteur humain commun n'est pas en train d'émerger aussi, quelque chose comme le prolétariat émergent au 19e siècle contre la machine ou l'usine. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait y répondre? Est-ce que vous voulez que je répète? Yes. Yes, j'ai entendu Nemo dire yes. Oui. Yes, please repeat the question. Oui, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je répète. Je me demande si une sorte d'acteur humain commun n'est pas en train d'émerger, quelque chose comme un prolétariat du 19e siècle contre la machine ou l'usine. It's okay. Okay, thank you very much for that question. C'est une question qui m'intéresse, oui. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse. Ce que je voudrais dire, c'est que le coronavirus a stoppé ou ralenti l'émergence d'un prolétariat social, parce qu'on a vu beaucoup de mouvements émerger de la base, menés par des jeunes, des marches contre le changement climatique, des marches pour le climat, avec beaucoup de jeunes dans le monde entier. Et cette force était en train de gagner en élan
des gens qui se dressaient contre le changement climatique, qui disaient « nous n'en pouvons plus », et tout d'un coup, il y a eu les confinements. Les gens étaient forcés de rester chez eux, forcés de rester dans leur communauté, et il était impossible de manifester. Je pense que c'est également une époque où les gens ne s'organisent peut-être plus dans les rues comme on le voyait, mais continuent à s'organiser entre eux. Ce n'est pas une organisation physique, c'est une organisation virtuelle, mais ils échangent néanmoins sur la toile là-dessus. Et donc, je pense que le temps est venu, effectivement, où les gens vont se dresser contre l'inacceptable. C'est une possibilité, effectivement. Merci, Nimo. Donc, j'ai une nouvelle question. Comment réconcilier le changement qualifié de global et nos perceptions et nos vécus individuels ? What I have been thinking of is that la façon dont je conçois les choses, c'est que maintenant que nous arrivons à donner une échelle aux choses, ce que l'on entend parfois, c'est que c'est assez intéressant d'ailleurs, peut-être que je pourrais vous le partager à l'écran, mais si on arrive à avoir une échelle de temps de la rapidité du changement des glaciers dans les 100 prochaines années et l'impact que ça aura sur la montée des eaux et aussi sur la montée des températures, en tout cas le changement des températures dans les 100 prochaines années. C'est assez impressionnant de voir que ces éléments qui peuvent paraître assez différents, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que les océans pourraient réagir en 10 000 ans et les glaciers sur une autre échelle de temps, eh bien, tout simplement sur l'échelle d'une vie humaine de quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui et qui décéderait à l'âge de ma grand-mère, eh bien, on pourrait voir directement et on pourrait ressentir les choses directement. Et ça, ce sont des choses qui se produisent au siècle auquel nous vivons, qui vont se produire. Et cela, ça créera beaucoup de réponses politiquement et culturellement. Les valeurs dans lesquelles nous avons été élevés à ma génération, pour ma génération, eh bien, ce sont des valeurs qui doivent être reconsidérées et qui le sont parfois. Et c'est assez décevant de voir que les résultats de l'intelligence humaine ne nous amènent pas à avoir une intelligence collective. Parfois, notre intelligence se réduit. Et ce que j'écris dans mon livre, c'est que, par exemple, je parle du concept de sacré qui a décliné au XXe siècle avec le côté matériel des choses et la technologie, etc. Et alors qu'avant, lorsqu'on considérait que les forêts étaient sacrées, les montagnes et les rivières, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui, puisqu'on les aurait préservées. On les aurait préservées alors qu'aujourd'hui elles ont été exploitées et surexploitées. Et c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir reconsidérer notre façon de concevoir l'économie et notre rapport au matériel. On verra de nouvelles tendances émerger dans les 20 à 30 prochaines années. Pour l'instant, on ne peut même pas encore les définir ni les imaginer. Et des choix de vie qui n'existent pas encore ou qui nous semblent complètement étranges, comme le fait d'être vegan dans les années 80 nous semblait complètement étrange.
change, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont véganes. Donc ces changements et ces changements de culture deviendront des changements à l'échelle globale et internationale, puisque ça fera partie de mouvements de la jeunesse. Et évidemment, cela va créer peut-être des turbulences. Mais nous ne pouvons pas anticiper tout cela, puisqu'il va falloir redéfinir certains concepts qui vont émerger. Merci beaucoup, André. J'aimerais ajouter que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, qui a été très bien exprimé. Et j'ai hâte de pouvoir lire ton livre et de boire tes paroles. La perception du changement climatique au niveau individuel et les expériences individuelles, je pense qu'il est temps de faire une introspection profonde et d'agir collectivement. Donc le niveau individuel et le niveau collectif pour pouvoir comprendre ce qui fait face, ce à quoi nous faisons face, pour comprendre les points communs, les choses qu'il va falloir, les défis qu'il va falloir relever ensemble et comprendre qui nous sommes. Et tout ceci est très important pour pouvoir reconstruire nos relations sociales. Et l'une des choses qui a été abîmée par le colonialisme en Afrique, c'est la destruction des systèmes sociaux. Dans ma communauté, nous avions des forêts sacrées, des rivières sacrées. Nous ne pouvions pas aller certains jours. Il y avait des montagnes sacrées avec des valeurs. Nous ne pouvions pas réaliser certaines activités qui pouvaient porter atteinte à la montagne sacrée. Et lorsque les colons sont arrivés, on a inversé toutes ces tendances, on a complètement changé les choses parce qu'il fallait détruire la culture des gens sur place, il fallait marcher sur ces cultures. Toute la vision devait être changée. Il fallait coloniser l'esprit des gens avant même de les coloniser eux-mêmes. Et la colonisation de la nature a permis de coloniser et d'exploiter et de faire ce que l'on voulait de la nature. Et on n'y a pas pensé. Et maintenant, il faudrait pouvoir comprendre les changements autour de nous en se disant qu'on ne peut pas continuer de la même façon qu'auparavant et penser que c'est une habitude établie. Alors justement, pour poursuivre un tout petit peu, et malheureusement il nous reste très peu de temps, il nous reste 3 minutes, mais j'ai une dernière question. Pourquoi ne changeons-nous pas notre façon de produire et de consommer? Comment concevoir le développement autrement? Si l'un de vous est Nimo, André, souhaite y répondre. André. Well, we live in this strange dilemma of a system where nous faisons face à un dilemme étrange de notre système où le fait d'arrêter de consommer va avoir pour conséquence de faire perdre son emploi à quelqu'un. On a structuré les choses d'une certaine façon qui est complètement bizarre. Si les choses durent trop longtemps, eh bien, on ne veut pas acheter quelque chose de nouveau, et donc on ne peut pas tirer des bénéfices, donc on contribue à réduire l'emploi. Et donc le système de valeurs que nous avions avec nos grands-parents qui conservaient les choses le plus longtemps possible, tout ceci est impossible aujourd'hui. Et donc il y a énormément de systèmes économiques, de systèmes de consumérisme. Je pense que c'est là que résideront les changements les plus importants,
Et la première fois que j'ai pu en parler et débattre avec des étudiants et des jeunes, c'est comme si j'avais allumé une étincelle dans leur regard. En ce qui concerne le transport, l'agriculture ou peu importe quoi, tout doit être transformé, presque tout. Et ce n'est pas négatif de faire partie d'une génération qui fait face à ce genre de défis. Je dirais que c'est pire de faire partie d'une société intellectuellement qui n'a pas de défis en face d'elle. Et donc, dans l'éducation ou dans la vie, tout doit être remis en question et changé. Et ceci doit se faire dans les 30 prochaines années. C'est-à-dire que ça va être le travail de la vie active de quelqu'un qui termine ses études aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément un changement, un défi négatif. Intellectuellement, c'est très stimulant. Ça peut être très intéressant pour ces 20 à 30 prochaines années de changer autant de choses parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui deviendra vulgaire et bizarre aux yeux des gens qui vivront dans 20 ou 30 ans. C'est mon espoir en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Eh bien, écoutez, nous allons clore cette soirée et sur cette note, je trouve, d'espérance finalement, parce que vous avez parlé de la jeunesse, partout dans le monde finalement, qui s'organise et qui manifeste son désir de changement. On aura le plaisir de vous revoir tous les deux, tour à tour, toute la semaine, puisque à l'école de l'Anthropocène débute aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une excellente et belle fin de soirée. Merci beaucoup, André Stamagson et Nimo Basset, pour ce temps d'échange. Merci.